On va entendre le docteur Breton, puis ensuite on aura la possibilité d'interagir avec lui. Des micros vont circuler depuis le public. Donc vous êtes docteur en santé publique, Oui. docteur Éric Breton, titulaire de la chaire promotion de la santé à l'école des hautes études en santé publique située à Rennes. Merci d'être ici avec nous déjà ce matin. Puis vous êtes en force les Rennais puisque vous avez d'autres collègues qui interviendront tout à l'heure. C'est à vous, si vous êtes prêts, on démarre. Absolument. Alors, merci beaucoup. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, j'ai perdu la directrice générale, je ne la vois plus. Qui est juste à côté. Bon, je la salue. Donc, je suis extrêmement honoré. Donc, effectivement, la délégation rennaise, ce matin, nous sommes plusieurs. On est venu pas tant pour vous déballer nos trucs que pour apprendre de vous, parce qu'il se passe des choses en Pays de la Loire qui méritent tout à fait de l'attention, hein, une attention nationale dans les avancées que vous faites. J'étais extrêmement... En fait, j'écoutais Madame Courrèges qui parlait donc de toute cette question de la santé dans toutes les politiques, les déterminants de la santé et tout ça. J'écoutais aussi Monsieur Lemay. Et vraiment, je me suis dit, je ne suis pas là pour vous apprendre quoi que ce soit. En fait, je vois mon rôle ce matin plutôt comme vous donner quelques apports pour votre plaidoyer. Donc, je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit, mais par contre, je vais vous aider à faire un plaidoyer donc, qui permettra, j'espère, hein, de procéder à des avancées donc, en termes de promotion de la santé. Alors, c'est un peu le programme que je vais avoir. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts à la fin de la présentation pour accélérer. J'espère. On m'a donné 30 minutes. Alors, la santé, c'est plus que les soins. Vous l'avez entendu ce matin. Je vais simplement vous donner, moi, l'argument que j'utilise, que je trouve un peu plus choc que ce qu'on dit généralement, où on va essayer de convaincre les gens hors du système de santé qu'effectivement, ils sont des acteurs de santé. Alors ici, vous avez des pays, surtout là, c'est des pays donc développés. Certains sont dans l'espace des pays en voie de développement. Mais cela dit, vous avez vraiment là une image assez concrète de qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que les soins de santé, ça ne fait pas la santé d'une population. Ici, vous avez les espérances de vie hein, qui sont montrées sur plusieurs pays. Et vous voyez bien que quand on regarde la densité médicale ou encore la dépense de santé par personne, par habitant, par année, on voit bien que ces deux indicateurs-là ne nous permettent pas vraiment de comprendre qu'est-ce qui fait que le Japon, en l'an 2000, avait une telle espérance de vie. Donc ça, c'est un premier argument pour dire qu'effectivement, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Il y en a qui vont m'arriver avec l'argument sushi en disant, ben voilà, c'est les Japonais, c'est leur alimentation. Peut-être, je ne suis pas là pour vous dire que ce n'est pas vrai. Il y a plein d'hypothèses qui sont sur la table pour essayer d'expliquer ça, mais on sait que c'est très compliqué d'expliquer pourquoi une population fait mieux qu'une autre en termes d'indicateurs. Mais il y a encore là les facteurs de risque, j'en ai 3 ici, montrent bien que même là, l'image qu'on peut tirer, si on veut expliquer l'espérance de vie japonaise, par exemple, par un certain nombre de facteurs de comportement, mais encore là, ça nous laisse perplexes de voir les Américains faire aussi, avoir des indicateurs aussi bas, alors que, dans le fond, ils ne fument pas plus, ils ne boivent pas plus, ils sont par rapport aux Japonais, donc on peut se surprendre. Alors, je passe. Effectivement, quand on explique, ce n'est pas pour dire que les soins de santé n'ont pas un rôle à jouer, évidemment, dans la santé d'une population. Ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Mais c'est de dire qu'il faut un peu ramener donc le poids de ce déterminant-là, le mettre en perspective. Et il y a effectivement, maintenant on parle de 80%, ça c'est des chiffres plutôt, ça c'est les Britanniques, je crois, qui avaient sorti des études britanniques. Certains vont même jusqu'à 10%, donc, mais on sait que ce n'est pas plus que 25% du poids donc, des soins de santé, donc que ce soit en termes de qualité ou d'accès aux soins de santé, qui explique les différences interpays en termes d'espérance de vie. Alors, si la santé d'une population n'est pas essentiellement une affaire de soins,
ben, il faut aussi se questionner sur nos efforts pour réduire les inégalités. Si nos efforts pour réduire les inégalités passent par les soins, ben, on va rater aussi notre objectif. Quand on regarde, entre autres, il y a plein de déterminants. Hein. Donc, Mme Courage, j'en parlais, il y a l'emploi, l'éducation et tout ça. Si on regarde juste l'éducation, le niveau scolaire, qui a un lien absolument irréfutable avec la santé. On sait très bien qu'aujourd'hui, dans une économie donc post-industrielle, que ne pas avoir son bac, c'est une condamnation à mort, hein, en quelque sorte. C'est, en fait, les gens qui n'obtiennent pas leur bac font partie d'un groupe dont les risques de mortalité prématurée sont beaucoup plus élevés que les autres groupes. On le sait. Mais quand on regarde les chemins que prend en fait le niveau de scolarité sur son impact sur la santé, c'est des chemins multiples. Donc, c'est toute la complexité ici qui est illustrée juste pour... Là, on parle juste du lien niveau scolaire avec santé. On pourrait prendre le lien tissu social, liens sociaux et santé. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'études qui parlent de l'épidémie de solitude. Et ce n'est pas juste un truc de personnes en bas de l'échelle sociale. Ça traverse toute la hiérarchie sociale. Donc, on a tous ces déterminants-là qui ont un impact extrêmement important sur la santé de la population et qui, en fait, passent à travers toute une série de ramifications, donc de facteurs de risque. Alors, le problème, comme on le sait, ce n'est pas un problème d'espérance de vie. L'espérance de vie, elle a augmenté. Elle a augmenté pour tous les groupes, toutes les catégories socio-professionnelles. Elle a augmenté pour les femmes, elle a augmenté pour les hommes. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'on est rendu à la limite de ce qu'on peut faire avec les approches traditionnelles, donc qui centrées sur les facteurs de risque. Si on veut réduire les inégalités sociales, par exemple, en éliminant le plus possible le tabagisme, on va effectivement avoir un impact sur l'espérance de vie, parce que le tabagisme, c'est quand même un grand tueur. Le tabac est la consommation de tabac est un grand tueur. Sauf qu'en termes et là maintenant, on a des études qui démontrent ça, on va réduire peu les inégalités. Parce que les inégalités, elles découlent en fait beaucoup plus des conditions de vie que de facteurs de risque. Les facteurs de risque, la mauvaise distribution des facteurs de risque, elle découle d'une mauvaise distribution des conditions de vie, des ressources et des expositions donc, qui sont liées aux conditions de vie. Alors, vous connaissez bien le portrait qu'on trouve en termes d'inégalité avec les différentes catégories socio-professionnelles. Est-ce qu'on peut... Des fois, je dis aux gens, alors lisons ces chiffres-là. Donc, 45 des enfants de parents donc, qui sont dans la catégorie des cadres, alors consomment des fruits et légumes tous les jours de la semaine. Les ouvriers, c'est 23 %. Et quand on regarde entre les deux, ça passe de 39-25 %. Est-ce qu'on est devant, en fait, une échelle, et c'est ça qu'il faut, il faut questionner les gens qui, en fait, vont mettre beaucoup de poids sur les responsabilités individuelles. Il faut les questionner, leur dire, est-ce que vous croyez, quand vous regardez une figure comme ça, que c'est, en fait, un gradient social de la compétence parentale? Est-ce qu'on passe des parents très compétents, alors qu'il y a juste 45 % de leurs enfants qui ont fait manger fruits et légumes tous les jours. Ils ne sont pas si compétents que ça. Et ça va aux très, très incompétents qui, eux, sont à 23 %. Même chose pour les enfants, les dents cariées. Sommes-nous face à un gradient de l'incompétence parentale? La même chose pour les difficultés de lecture. Alors, c'est là tous les enjeux. En fait, ce qu'on voit, vous le savez, on est face à un gradient de ressources. Un gradient de ressources qui s'explique par ce système qui... Toute société, dès notre naissance, les sociétés sont des systèmes qui attribuent une position sociale à leurs membres. Et voilà, c'est le résultat de ces... Alors, on parlait entre autres de l'intégration sociale, c'est juste pour ajouter un autre, pour illustrer
comment l'intégration sociale est maintenant un sujet montant. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Les premières études qui parlaient justement du lien entre l'isolement social et la mortalité prématurée, ça a plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, on a maintenant de plus en plus des études qui montrent ça. J'ai vu un article dans le Guardian, un journal britannique, qui a fait énormément de bruit, autant en Angleterre que dans le monde anglophone, où on parlait justement, encore une fois, de cette épidémie de solitude auquel traversent nos sociétés. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire des coûts extrêmement élevés pour le système de soins, entre autres. Hein, des patients qu'on retourne chez eux et qui sont très peu de soutien, qui vont revenir parce que leur état risque de dégénérer, parce que justement, ils vont être, le psychique est directement lié au physique. Alors, il faut agir. Notre plaidoyer aujourd'hui s'appuie sur un document important, la Charte d'Ottawa, évidemment. J'ai marre. C'est horrible que j'ai dit une chose pareille, mais c'est vrai, j'ai même écrit. Mais en fait, on est d'accord avec les valeurs de la Charte d'Ottawa, mais il faut faire comme ici, la région Pays de la Loire. Il faut sortir des grands discours et aller dans l'action. Et donc, aujourd'hui, on va voir plein de gens qui vont nous parler d'action. Alors, un des documents centraux que vous pouvez brandir en disant, bien, écoutez, c'est pas moi qui dis que le système de santé doit s'intéresser aux conditions de vie, c'est la Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS, l'OMS internationale, l'OMS Genève. Alors, pour améliorer la santé aussi, l'autre chose qu'on doit rappeler à nos partenaires, c'est qu'il faut avoir une perspective socio-écologique. Autrement dit, la santé, les comportements liés à la santé sont le produit de nos transactions avec nos environnements. Ce sont nos environnements, que ce soit des environnements physiques, économiques et sociaux. J'ai le niveau d'activité physique que j'ai parce que je suis dans un environnement qui permet ce niveau-là, qui aussi me donne des barrières. Et je suis dans un environnement social qui le permet aussi, qui va m'encourager à le faire. Donc ici, il est clair qu'on doit aller beaucoup plus que des interventions sur les individus. On doit aussi agir sur les environnements sociaux. On doit amener des transformations des normes sociales. On doit aider les parents, par exemple, à donner les ressources qui vont permettre à leurs enfants donc, de faire les bons choix. On doit intervenir sur les milieux de vie. Donc, c'est l'environnement qui doit être la cible. Et on peut le faire de façon encore pas nécessairement plus efficace, parce qu'on voit que les lois, c'est certainement pas suffisant. Le cas américain est en train de nous montrer à quel point des lois, même une constitution peuvent être bafouées simplement parce que les normes sociales le permettent. Alors aujourd'hui, on a une leçon à tirer de ça, mais les lois sont quand même des outils extrêmement puissants de changement des environnements et des normes sociales. Si on passe la santé dans toutes les politiques, nous, on a essayé de faire des avancées là-dessus, donc avec un projet de recherche interventionnelle qui a été financé par l'INCA. Alors, avec une équipe, plusieurs chercheurs, beaucoup de gens, des partenaires. Donc, c'est à l'image d'un projet de recherche interventionnelle. Il y a beaucoup de partenaires, beaucoup de personnes impliquées. Et c'est certainement pas... Les chercheurs sont juste une partie de l'équipe. Alors, le projet qu'on avait, c'était tout simplement de favoriser l'amélioration des conditions de vie. Donc, on voulait vraiment mettre en pratique cet agenda de la Commission sur les déterminants sociaux de la santé. Donc, qui nous disait, écoutez, vous ne réussirez pas à réduire les inégalités en santé si vous ne travaillez pas sur ces conditions de vie-là. Alors, nous, ce qu'on voulait, on se plaçait vraiment dans une perspective, et on continue à collaborer, dans une perspective de renforcement des capacités locales, donc d'action sur ces déterminants sociaux de la santé. Alors, on s'appuyait pour ça sur quelques principes, et un des principes phares, je ne sais pas si je sais que ça va être derrière plusieurs des interventions qu'il va y avoir aujourd'hui, mais ce qu'on a découvert en santé publique bien tard pour plusieurs d'entre nous, c'est qu'en fait, au-delà de la participation, c'est vraiment aussi la participation des populations, c'est aussi mobiliser leurs ressources. Nous avons
en santé publique, dans le monde de la santé, nous avons dans à peu près tous les secteurs, comme experts, nous avons cette fâcheuse habitude de toujours être là, de voir notre rôle comme de fournir, de répondre aux carences, hein, d'essayer de combler les carences, les lacunes. Mais on se rend compte aujourd'hui que c'est un rôle, effectivement, mais notre rôle est encore plus d'appuyer, de soutenir les populations pour qu'elles mobilisent leurs propres ressources. Et quand on réussit à mobiliser ces ressources-là, quand la population réussit à utiliser, à mettre à profit les ressources, aussi modestes soient-elles, des individus de leur population, on arrive à des miracles. J'ai des exemples, mais je n'aurai pas le temps aujourd'hui de le présenter. Alors, notre idée, c'était effectivement de réunir, mobiliser des acteurs, donc des acteurs que ce soit de la santé, du social, du monde de l'emploi et tout ça. On avait différents acteurs. On a donc mobilisé près d'une centaine de personnes à travers nos réunions, à travers nos assemblées, à travers nos listes nos contacts par email. Et l'idée, c'était effectivement à travers donc le travail d'un comité de pilotage, d'essayer de donner les moyens à ce groupe-là de réfléchir à la santé. Donc, leur créer un espace de réflexion qui, ils nous l'ont dit, on a beaucoup de données maintenant là-dessus, des gens qui nous disaient, nous, on n'a jamais l'occasion de parler de la santé avec un grand S. On parle des soins de santé, on parle des déserts médicaux, on parle de toute une série de choses, de problèmes de santé mentale. Mais la santé avec un grand S, on n'en parle jamais. Et certainement pas avec des gens qui sont d'autres secteurs que nous. Donc, vraiment, cette idée de santé dans toutes les politiques était là. Notre logique d'intervention était très simple, parce qu'on est encore aujourd'hui un peu laissé à nous-mêmes en termes de science derrière tout ça. Donc, ce qu'on disait, c'est que ces acteurs-là vont être capables d'agir donc sur les déterminants sociaux de la santé. Premièrement, s'il y a 3 conditions qui sont remplies, c'est que d'une part, ils doivent avoir une meilleure connaissance de l'impact des déterminants sociaux sur la santé, et ils doivent avoir une meilleure compréhension de quoi on parle, donc quand on parle d'inégalité sociale de santé. Donc vraiment, cette question du gradient, pas juste de dire, bien, il y a nous, les gens qui n'ont pas de problème, et eux, les groupes vulnérables. On sait bien que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a cette distribution en escalier, donc, qu'on voit pour tous les indicateurs de santé. On voulait les mettre en réseau, donc créer, et ça, on se basait un peu sur une vision systémique des choses, de dire, si on veut créer de la synergie, créer des initiatives et tout ça, il faut mettre les gens en réseau. Donc, on a créé cet espace-là, des réunions à peu près tous les 6 ou 8 semaines. Et l'autre chose qu'on voulait faire, c'était d'amener les gens à réfléchir sur leur rôle, le rôle qu'ils peuvent jouer donc, pour la santé. Par exemple, la mission locale, qui va se mettre à réfléchir, dans le fond, pas juste en termes d'emploi et tout ça, qui va dire, bien, nous, comment on peut être un acteur de santé? Comment la personne qui s'occupe de l'aménagement urbain peut être un acteur de santé? Alors, ça, c'est donc, on a fini par se retrouver dans un programme qu'on a appelé Ensemble la santé pour tous dans le pays de Redon et Bretagne-Sud. Donc, c'est ce qui a donné de la visibilité. Comme je vous disais, il y avait ces réunions qu'on avait instaurées. Au début, on se mettait autour d'une table. C'était extrêmement formel, je dois dire. Si c'était à refaire, et on l'a fait à la fin, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu et a dit, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Puis ça, il y a plein de gens, les IREP, il aurait pu nous le dire, il y a plein qui ont de l'expérience. Mais disons, on va se mettre en rond avec des chaises. C'est bête comme tout, hein, mais ça a changé la dynamique complètement de nos réunions, beaucoup moins formelle, beaucoup plus de... Alors, je vous encourage, si vous ne le faites pas, donc de procéder de cette façon-là. L'autre chose qu'on voulait, c'était d'amener un discours sur les mesures universelles. Autrement dit, revenir... Vous savez, on est un peu obsédé par cette idée de dispositif. On pense à un problème, on va dire, les personnes âgées n'ont pas d'accès au transport public, donc on va créer un système de transport pour les personnes âgées. C'est bien, c'est tout à notre honneur. Sauf que quand on fait ça, le problème, surtout qu'on vise les personnes en bas de l'échelle sociale, c'est qu'un des gros problèmes avec ça, c'est qu'on crée de la stigmatisation. D'une part, on crée des services pour les pauvres
qui sont des services, qui deviennent des services pauvres. Et en plus, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, les gens, il y a une unité du genre humain. Il n'y a pas justement, il n'y a pas cette idée, il y a eux les pauvres et nous les autres. On l'a vu, il y a ce gradient social. C'est par catégorie socio-professionnelle. Alors, on a amené le groupe à réfléchir sur quels étaient les déterminants de la santé sur le territoire. Donc, il y a eu plein d'ateliers là-dessus où les gens qui étaient sur leur comité, un comité très ouvert. Il y a des gens qui rentraient, qui sortaient, il y en a qui changeaient d'emploi, ne pouvaient plus venir, d'autres qui sont venus plus tard. Et avec ces gens-là, on a fait une enquête en pays de Redon-Bretagne-Sud pour, en fait, s'interroger sur les conditions d'existence, les conditions de vie des gens, et on leur posait aussi des questions sur leurs aspirations. Et l'idée de tout ça, c'était de montrer qu'effectivement, par exemple, si on parle de relations sociales, une des conclusions qui est rapidement, auxquelles les gens sont rapidement arrivés, c'était que la solitude, effectivement, c'était pas juste un truc de personnes âgées. Au départ, c'était un discours, la solitude, c'est les personnes âgées. Après la solitude, c'était aussi les adolescents qui sont pris, qui sont en milieu rural, qui n'ont pas de transport, et tout ça, qui se sentent seuls. Et après, c'était les femmes au foyer avec leurs enfants, qui sont... Et là, après, donc finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande partie de la population qui vivait effectivement cette solitude-là. Et donc, l'idée de ça, et on est arrêté là, c'est en cours, mais l'idée, c'était effectivement de donner un support à la décision publique, de dire une décision publique ne peut pas être fondée juste sur des statistiques. Arriver devant un élu en disant, écoutez, vous savez, dans ce quartier-là, il y a 30 % de chômage. Effectivement, c'est un chiffre choc, c'est un chiffre qui est important d'avoir, mais qui ne permet pas de dire quoi que ce soit sur qu'est-ce qu'on peut faire. Ce qu'on voulait, c'était effectivement de développer donc ces vignettes-là qui permettent donc d'engager une discussion, de dire, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, là, j'ai mis cela, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, pour cet homme de 51 ans qui n'a pas de transport, mais qui en aurait bien besoin d'un. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui? Et donc, l'idée de ça, mais si on avait été chercher dans la littérature, entre autres aux États-Unis, il y avait des études qui avaient montré ça, que l'action publique, basée exclusivement sur un portrait épidémiologique ou un portrait avec des indicateurs socio-économiques, ce n'est pas suffisant pour, en fait, être capable de mener des actions. Et l'idée, c'est évidemment d'identifier des mesures universelles qui toucherait tout le monde, qui stigmatiserait personne, mais qui aurait un effet encore beaucoup plus important, en toute proportion, pour les gens en bas de l'échelle sociale qu'il en aurait pour ceux d'en haut. Alors, en conclusion, donc, la santé dans toutes les politiques, je vais en introduction, Madame la directrice générale l'a bien dit, c'est le cœur du métier. C'est pour ça qu'on s'intéresse à la santé. On est là on a peu de moyens, on a peu de ressources. Les gens de la santé, c'est pas comme si, surtout en promotion de la santé, c'est pas comme si on avait des pouvoirs ou une puissance. Notre pouvoir, il est lié à la fois à la légitimité que nous donne ce qu'on fait avec la population. Quand on est capable d'amener la population à avoir du discours de cette population-là, de la faire exprimer et dire, voilà ce que la population pense. Ça nous donne du pouvoir. L'autre pouvoir, c'est le pouvoir de créer des liens, de dire, nous, on veut travailler avec plusieurs acteurs de différents secteurs. Le problème, pour ça, il faut un langage commun. Donc, il faut donc que le monde de la santé sorte de son jargon. Je l'ai utilisé, j'ai utilisé le terme déterminants sociaux de la santé. Je vous conseille pas d'utiliser ce terme-là avec des gens qui viennent du secteur de l'économie, du transport. Ça leur dit rien. Il faut parler des conditions de vie et comment ces conditions de vie-là ont un impact. L'autre problème pour la santé dans toutes les politiques, c'est qu'il faut aussi, si on veut qu'eux s'intéressent, que des acteurs, par exemple, du transport s'intéressent à nos problèmes, à nous, de santé, c'est donnant-donnant. Donc, il faut se donner une capacité aussi d'aller à leurs réunions. Quand on est là, puis on dit, venez à notre réunion, s'il vous plaît. À Redon, on avait le même problème. Moi, autour de la table, quand on avait 30 personnes, on se disait, c'est 30 personnes qui ont choisi notre réunion plutôt qu'une autre réunion.
C'était vraiment ça, hein, dans plusieurs cas. Et donc, quand on demande aux gens du transport et tout ça de venir à nos réunions, bien, il faut aussi se préparer à aller au leur. Parce qu'on doit apprendre d'eux et on doit être capable, on doit être en mesure de dire, bien, c'est vrai qu'on pourrait peut-être vous aider, par exemple, le problème des bouchons, bien, peut-être qu'on peut aussi faire avancer, aller vers une solution en ajoutant aussi cette question de santé. Je termine, là, c'est vrai. Je termine sur l'idée que la santé dans toutes les politiques, c'est d'autant plus un sujet de l'heure que, comme vous le savez probablement, la France est signataire des objectifs de développement durable. C'est pas un petit programme. Là, on parle de l'ONU qui a amené les pays signataires à s'entendre sur 17 objectifs. Aucun de ces objectifs-là ne peut être atteint sans une gouvernance transversale, sans des politiques intersectorielles. Aucun d'eux. Et la santé a un rôle à jouer là-dedans. Et ça, c'est un autre argument pour nous, hein, de dire nous sommes aussi partie de la solution. Et il y a une question, l'objectif 3, bonne santé, bien-être, oui, mais on est dans plein d'autres objectifs qu'on peut contribuer. Et ça, je pense que aussi là-dessus, ça peut fonder notre légitimité en disant, écoutez, la France est signée, donc on est sérieux là-dessus, et nous, on peut, et donc, il est normal qu'on ait voir d'autres secteurs parce qu'on doit aussi contribuer à ça. Voilà. Alors, merci pour votre attention. Merci, Dr Breton. Alors, bravo, c'était très intéressant. Puis vous êtes dans le timing. Donc voilà, je vous rassure. Okay, très bien. Pour prolonger ce que vous avez évoqué sur la manière de parler avec d'autres secteurs, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut apprendre à s'intéresser à des acteurs d'autres secteurs. Comment on fait? Est-ce qu'il faut des intermédiaires qui parlent les deux langages, qui ont les deux cultures? Comment on fait? Disons, pour une ARS ou n'importe quelle structure, ça veut dire de se dégager du temps pour le faire. Dans le temps, au Canada, où on faisait toujours la blague, bon, il faut prendre une carte de membre d'un club de golf. Ouais. On ne fait pas ça dans le monde de la santé parce qu'on n'a pas d'argent pour ce genre de trucs-là. Mais c'est un peu ça. C'est de dire être là pour effectivement créer des liens avec... Il y a maintenant une nouvelle littérature justement sur cette nouvelle gouvernance. Hein, parce qu'on parle d'une nouvelle gouvernance. Notre gouvernance en silo ne fonctionne plus. On est face à des problèmes d'une telle complexité que cette gouvernance-là ne fonctionne pas. Donc, le changement climatique, c'est un problème qui doit se gérer au niveau national, régional, local, et ça doit impliquer tout un large spectre d'acteurs. La persistance du chômage, c'est pas juste le ministère de l'Économie, c'est toute une série d'acteurs, encore là, déclinés dans tous les niveaux de gouvernance. Donc, c'est l'affaire de tous. Ouais. Voilà. Alors, madame, c'est à vous. Oui, bonjour, Laurence Sambrun, directeur des soins du pôle santé Sarthe-et-Loire. Hier, j'ai participé à la réunion des comités des usagers du GHT 72 de la Sarthe, et ça a été une des questions des usagers, comment la santé peut faire impulser pour améliorer par exemple l'habitat, pour pouvoir avoir le maintien ou envisager le retour à domicile. Et donc là, vos travaux et vos réponses que vous pouvez nous accompagner, nous permettent de voir où est-ce qu'il faut qu'on aille pour pouvoir améliorer ce flux de patients et ce parcours patient. Dans le fond, on veut revenir un peu, c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup, mais la santé communautaire. C'est un des principes qui guide la pratique n'importe quel secteur. C'est la participation de la population, c'est l'empowerment, le fameux empowerment. Et c'est ça, c'est de dire, il n'y a personne qui peut aussi bien travailler sur ces problèmes que les gens qui sont affectés par ces problèmes-là. Et ce qui veut dire que c'est pas un discours pour dire l'État ne sert à rien. Hein. C'est pas un discours qui doit être récupéré pour couper dans l'État. C'est simplement de dire l'État a un autre rôle à jouer. On doit changer, on doit réfléchir à notre rôle d'expert. C'est pas notre rôle, nous, c'est un rôle de soutien. C'est un rôle de mobilisation, encore une fois, des gens. Et on doit permettre cet empowerment. On doit leur permettre, justement, d'apporter des réponses à leurs problèmes. Le logement, il y a maintenant, on a plein d'exemples de ça, de quartiers qui se sont mobilisés, qui ont dit, mais on en a marre. Parce que nous, quand on revient à la maison et qu'on est sur d'autres problèmes, eux sont encore là. Le problème est toujours là, ils le vivent.
Et donc, c'est eux qui doivent, c'est eux qui peuvent vraiment faire avancer les choses, mettre la pression que nous, on ne peut pas mettre sur les autorités, tout ça. Donc, effectivement, moi, c'est voilà, ça répond à votre question. Une autre question, un autre témoignage? N'hésitez pas, il est encore tôt, hein, mais vous pourrez prendre la parole tout à l'heure, mais le docteur Breton sera moins sur le devant de la scène. Voilà, une dame qui lève la main, là, juste devant, on va vous amener le micro. Et puis une autre dame là-bas. Oui, bonjour. Vous lèverez la main tout à l'heure, on ira vous retrouver. Bonjour. Valérie Guité, je m'occupe du mois sans tabac sur les Pays de la Loire. Mardi soir, il y avait un thème sur Arte, sur le système de santé. Et il y avait un Anglais qui présentait le projet de Liverpool, ville saine. Je ne sais pas si on peut avoir accès à cette présentation. Est-ce que vous connaissez ce programme? Il avait l'air d'articuler l'urbanisme, la santé, enfin prendre en compte l'ensemble des facteurs contribuant notamment à bien vivre pour les personnes atteintes de diabète. Est-ce que vous connaissez ce programme? Je connais pas personnellement ce projet-là. Beaucoup de choses qui se passent en ce moment au Royaume-Uni, effectivement, sur ces interventions, ces programmes où on va mobiliser la population. Mais en France, cela dit, nous avons le réseau français des villes santé de l'OMS, qui est quand même une sacrée ressource. Hein. Moi, je vous invite... Nantes fait partie des villes fondatrices du mouvement français, des villes promotrices de villes promotrices de santé. Je suis en train de tout perdre les termes, mais c'est fondé sur ce modèle-là. C'est fondé sur cette idée des milieux promoteurs de santé. Donc, on a les villes, on a maintenant les prisons, les milieux de travail, les écoles promotrices de santé, même si en France, on n'utilise pas ce terme-là, mais on a des écoles Agenda 21, par exemple. On a en Pays de la Loire, vous avez plein d'initiatives maintenant au niveau scolaire où on change Et ça participe, donc, c'est une approche par milieu de vie. Autrement dit, le milieu de vie n'est plus vu comme un simple récipient à personne. Le milieu de vie, et il y a une différence entre être dans un milieu de vie, d'être à Nantes, hein, être en tête du classement des villes les plus où il fait le mieux vivre, où il fait le bon vivre, voilà, et d'être dans une autre ville que je nommerai pas, là, mais où effectivement on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas la même ambiance et tout ça. Donc le récipient, c'est pas juste un récipient. C'est vraiment des approches. Je ne réponds pas à votre question. J'utilise votre question pour pousser autre chose. Vous répondez de manière décalée. Voilà. Merci. Alors, il y avait une dame qui avait levé la main, là, qui est juste devant. On va vous amener le micro. Relevez encore la main. Ça y est. Oui, bonjour, Brigitte Tesson, je suis médecin dictologue, mais je suis aussi élue au niveau de l'agglomération des Sables-d'Olonne sur justement, c'est nouveau, la santé. Ceci dit, au niveau de la ville des Sables-d'Olonne, on a déjà commencé à travailler sur la santé, on a créé les premières assises de la santé et on a vraiment invité très largement tout le territoire et tous les acteurs, qu'ils soient associatifs ou professionnels. Et ça a créé depuis 2 ans une dynamique avec un club santé qui s'est constitué, ce qui fait que lorsqu'il y a un projet de santé, eh bien, toutes les associations se mettent autour de la table pour aider à réaliser ce projet. Et les prochaines sera tous les 2 ans, les prochaines assises de la santé vont se réaliser autour, bien sûr, parce que nous, on est quand même la ville la plus vieille de France. Donc, on travaille sur le maintien à domicile, enfin, tout ce qui peut accompagner le bien vieillir. Et je me disais que ce qui peut porter justement à collaborer et vraiment de façon transversale, c'est un projet. Et donc là, notre prochain projet, c'est d'avoir le label. Alors un label, c'est juste le but, l'objectif, ville amie des aînés. Et ça, autour de ce projet, on va mettre autour de la table vraiment tout le territoire et vraiment toutes les compétences possibles. Voilà. Merci pour votre intervention. Ce qui est intéressant, c'est quand on met des gens de différents secteurs autour d'une même table et on leur parle, par exemple, d'enfants. Et nous, on a expérimenté, entre autres, en Pays de Redon. C'est incroyable que les gens ont tous une préoccupation. Toutes ces préoccupations, par exemple les enfants, la petite enfance, plein de gens sont préoccupés par la petite enfance. Ils vont la voir à travers les crèches, vont les voir à travers différents services
vont tous dire ben c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais comme ils ont juste une partie une vision limitée de la petite enfance, ben c'est très difficile pour eux d'agir de façon concrète. Mais quand on les met ensemble, et là on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour la petite enfance, c'est d'une puissance, et les assises, ça va aussi comme ça. Hein, donc là on parle de personnes âgées et tout ça, donc là, voilà. On a déjà le sujet des troisièmes assises, à se demander si on ne va pas le faire tous les ans ou tous les 2 ans, parce qu'on va être autour d'un projet Saphir, santé par l'activité physique régulière. On va essayer de travailler avec un tripartite, avec les clubs de santé, les clubs de sport, les associations de retraités qui sont très actifs chez nous, les payeurs, alors les complémentaires, la CPAM, on va travailler avec eux, et puis les prescripteurs, et pour avoir justement une activité physique adaptée. Et ça, c'est un projet aussi qui est très fédérateur au niveau du territoire, parce que c'est très largement développé et intéressant, je veux dire. Voilà. Philippe Bergman, je suis médecin à l'Agence régionale de santé. Et je voulais poser une question à Eric. Pourquoi en France ou dans certains pays, on n'a pas institué à l'école un programme de santé publique dès l'école maternelle ou dès la primaire pour sensibiliser les enfants qui seront les futurs gestionnaires de notre pays à ces problématiques qui vont au-delà de la santé, comme vous l'avez dit, qui sont un vrai problème de vivre ensemble et de constitution de la future société, des déterminants sociaux sont très importants. Pourquoi l'éducation nationale, pourquoi les différents gouvernements n'ont pas institué dès le plus jeune âge, puisque c'est un problème d'éducation et de sensibilisation, cette santé publique, plutôt que de nous expliquer que le courant électrique passe de A à B ou que ça, pourquoi on ne nous explique pas les problématiques, comment on pourrait vivre mieux en vivant différemment? Je ne peux pas répondre à votre question. Pourquoi? Bonne question. Hein? Puis il faut trouver réponse à cette question parce que peut-être qu'on pourrait avancer. Cela dit, ce serait caricatural de dire que l'éducation nationale n'avance pas. Mais effectivement, on a un problème au niveau scolaire. Et là, il faut vraiment être très attentif aux avancées. Quand on trouve une école où il y a des avancées, il faut aller voir comment ils ont fait. Mais effectivement, on a un peu ce problème de cloisonnement. On a encore un système, moi je le vis à travers mes enfants, donc c'est tout à fait anecdotique, mais on est encore dans un système où effectivement les enseignants sont maîtres dans leur classe. On a un récipient fait de sous-compartiments qui sont des classes. Et il n'y a pas encore assez de communication entre les enseignants. On verra cet après-midi que les choses changent avec le dispositif. Ça change, oui, ça change. On voit des trucs. Mais là, il y a effectivement, si on veut avancer au niveau de l'éducation à la santé, entre autres, et aller travailler sur les déterminants de la qualité de vie en milieu scolaire, il faut aussi il faut viser les enseignants. Il faut convaincre les enseignants qu'eux aussi ont à gagner. En fait, le modèle des écoles promotrices de santé, c'est pas juste un modèle pour améliorer la santé des enfants. C'est un modèle pour améliorer la santé et le bien-être de tous ceux qui sont dans ce modèle-là. L'autre truc, votre question, elle évoque quelque chose de très important. On apprend rapidement aux enfants à se brosser les dents, l'importance de se brosser les dents, l'hygiène et tout ça, donc l'éducation à la santé. Mais on ne leur a pas encore. On doit pousser plus loin. On doit changer nos programmes puis expliquer qu'est-ce qui fait qu'une population est plus en santé qu'une autre. On doit dépasser juste cette éducation sur les comportements et faire de ces futurs citoyens, futurs décideurs, avoir une génération qui va être sensibilisée très, très fortement à qu'est-ce que ça veut dire perdre son emploi, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir un niveau d'instruction élevé, et que ça, c'est des vrais déterminants de la santé. Et ça, on est dans une éducation encore qui est quand même, somme toute, restreinte au comportement. Tabac, nutrition, voilà. Il nous reste le temps d'une ou deux questions encore. Alors, il y avait un monsieur, juste derrière vous. Voilà, vous pouvez transmettre. Et puis il y a une dame ici, un autre monsieur. Et après, on enchaînera avec les autres intervenants. Oui, bonjour, je vais être assez rapide. Gérald Gasquet, chemillé en Anjou, adjoint au maire. Notre territoire, effectivement, un peu comme les Sables d'Olonne, a rejoint la démarche Ville-Amie des aînés. Et puis, via Moche Communauté, une nouvelle agglomération a contractualisé un contrat local de santé.
Mais mes propos sont un peu plus larges et on parlait d'enfance et d'éducation. Et je crois que pour nous, élus, un moteur possible que nous avons mis en œuvre est aussi la mise en œuvre de conseils municipaux des enfants. Et au-delà de l'école, on voit bien le rôle que les élus peuvent impulser au travers de ces démarches, et notamment vers des orientations ou vers le développement durable avec une sensibilisation et une implication des enfants sur ces thématiques-là. Mais je n'avais pas encore l'idée d'y associer les thématiques santé comme vous les avez évoquées. Je pense que ça sera un sujet intéressant. Bon, ben voilà, vous avez bien fait de venir, merci. Alors, il y avait une dame qui levait la main de ce côté-là, mais il y a un autre micro numéro 2. Regardez, relevez la main, madame, derrière vous, à gauche, ça arrive. Oui, alors je vais compléter la question du prédécesseur, parce que moi aussi j'habite à Mauche Communauté, et c'est par rapport au moteur qui pourrait être utilisé par l'ARS par rapport aux contrats locaux de santé qui sont signés avec les territoires. Ça, c'est un moteur qui est formidable, alors qui maintenant mobilise vraiment les élus. Alors ça, c'est vraiment une étape qui a été franchie, parce que les élus n'étaient pas du tout mobilisés sur la santé. Maintenant, ils ont intégré cette notion de la santé, où les politiques publiques ont un effet sur la santé. Mais il y a un deuxième étage à la fusée qui pourrait être mobilisé. C'est qu'avant de signer les contrats locaux de santé, inciter les élus à faire des réunions avec la population. Parce que c'est ça qui change tout. Alors, c'était indispensable de passer par le premier étage, mais là, maintenant, avec la multiplication des maisons de santé pluriprofessionnelles sur les territoires, où normalement, dans les engagements, il y a l'engagement de faire un projet de santé du territoire, donc des petits territoires qui étaient les intercommunalités. Maintenant, comme il y a eu beaucoup de communes nouvelles, c'est revu le périmètre, mais c'est un périmètre de bassin de vie. Et moi, je pense que là, il y a vraiment une étape intéressante à mobiliser, parce que la population, les citoyens sont très intéressés par la santé. Et je pense que c'est un moment qu'il ne faut pas... il est temps de le faire. Je pense qu'on pourrait remobiliser les habitants. Moi, la vision, on va travailler d'ailleurs avec Françoise Jameau sur un projet de recherche sur les CLS, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, voir tout le potentiel qu'on peut en tirer. Et effectivement, pour moi, le CLS, c'est comme un train, c'est comme un TGV. Donc, c'est un TGV qu'on espère que les porteurs d'action, quand ils vont monter à bord, ils ne vont pas s'asseoir chacun sur leur siège et pas parler, mettre les écouteurs, regarder un film et tout ça, qu'ils vont se parler, que ça va être vraiment, là, il va y avoir plein de choses qui vont se passer dans le train. Et quand ils vont arriver à destination, par exemple, 3 ans plus tard, à la fin du contrat, que ce ne sera plus les mêmes gens, qui n'auront plus les mêmes visions des choses, qui vont avoir appris à travailler ensemble, qu'on va avoir des liens se créer entre les porteurs d'action, qu'ils vont avoir appris, qu'ils vont avoir amélioré leurs pratiques. C'est ça qu'on veut. On veut un vrai... Donc, c'est un voyage en train, le CLS, pour moi. Alors, et malheureusement, pour le moment, évidemment, quand on commence, il ne faut pas être déprimé pour ça, mais vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de CLS qui ressemblent plus à une espèce de boîte à action, hein, où on a mis CLS sur la boîte, écrit sur le carton, on a écrit CLS, mais c'est pas grave, c'est le départ. Après, ce qu'il faut faire, c'est animer ça. Amener une animation qui va permettre effectivement d'arriver changer à la fin du CLS. C'est un dispositif de renforcement des capacités pour moi. Voilà. Vous ne verrez plus les CLS comme maintenant, du coup, dans une vision un peu plus ferroviaire de l'histoire. Monsieur, c'est à vous ? Bonjour, je suis là. Oui, Rodé Pavageau, membre de la CRSA et vice-président du comité départemental des retraités et personnes âgées de Loire-Atlantique. La démocratie sanitaire ou en santé, comme disait Jean-Michel Leray, est certes très intéressante. On éveille les esprits, on fait connaître un certain nombre d'actions menées sur le terrain. Pourtant, cette démocratie, à un moment, elle se heurte à ses limites qui sont celles du pouvoir décisionnel. Et dans notre pays, le pouvoir est encore aux mains des élus. Et ma question, parce qu'on le voit à travers la loi santé qui vient d'être votée, la loi d'adaptation de notre société au vieillissement,
cette politique, et notamment le rôle des élus, c'est quelquefois d'avoir des réponses immédiates à des problèmes de territoire. Besoin d'une maison médicale de santé pluridisciplinaire, par exemple, et autres. Et ma question, c'est celle-ci. Comment concilier des réponses immédiates à un besoin d'un territoire avec une politique qui, elle, est certainement beaucoup plus efficace car elle s'inscrit dans le long terme. Alors, comment, malgré l'alternance politique, malgré un certain nombre d'événements comme ça, concilier une politique avec une vision à très long terme avec des décisions immédiates d'élus? Mais je pense qu'au-delà de la... J'ai pas de réponse. Hein. Là, c'est Éric Breton qui parle en se basant sur pas grand-chose. Mais mon intuition serait que ce qui va permettre justement, ce qui permet une vision à long terme, c'est le réseau d'acteurs qui est mobilisé. Le réseau va durer, lui, il peut durer longtemps. Hein. Les gens qui se mettent en contact et justement créent des liens entre eux et peuvent se suivre sur le long terme. Évidemment, le temps de la politique est plus court. Il n'y a rien qu'on a vu à Redon. On a vu des élus qui ont, à un moment donné, perdu leur siège et qui ont continué ou qui ont perdu ou qui ont décidé de se retirer de la politique et qui ont continué dans le réseau. Donc, pour moi, c'est plus ça. Ce qui permet la durée dans le temps d'une vision, d'une façon de percevoir les choses, c'est le réseau social. C'est d'avoir des liens forts entre des acteurs, mais pas des acteurs qui sont tous pareils, des acteurs qui sont très différents les uns des autres, qui représentent différents secteurs, différentes conceptions des choses. Je pense que ça peut aider justement à maintenir, à passer par-dessus ce problème de la vision à court terme, voilà, puis le temps de la politique. Merci Éric Breton pour cette première série de réponses. Vous restez avec nous parce que la suite va vous intéresser. Vous pouvez vous asseoir. Si vous avez des questions, évidemment, vous les gardez. On pourra les aborder dans quelques instants.